Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 7. Le maître. L'une des plus vieilles professions de Diurne est celle de spadassin. Il existait autrefois des guildes qui offraient un entraînement à qui voulait prendre cette voie. Tantôt en contrepartie d'une somme importante d'or, tantôt en échange d'une vie à servir la guilde. Les trois guildes les plus importantes en Oldarie sont la guilde des Glyphiers, la guilde du Dragon, autour de la mer de Centre-Terre, et la guilde du Soleil, au sud, en Arkvérie. Un spadassin est un homme d'armes, capable d'affronter les monstres et les hommes à l'occasion d'une quête, une mission que n'importe qui, noble ou roturier, peut solliciter. La récompense doit être définie et annoncée au spadassin, sans délai, et ce, avant même qu'il ne décide de l'accepter. Telles sont les règles qui régissent la vie de spadassin, et chaque homme du Galanor peut en bénéficier. Une taxe en Oldarion met actuellement en péril la profession. L'Angald est un impôt injuste qui prélève presque l'entièreté des récompenses. Petit à petit, les spadassins laissent place à l'ordre des paladins, et les guildes au nord sont démantelées. Nicolas de Galarie, 732, Troisième âge. Chronique des Oldaries, bibliothèque de la guilde. Le temps courait avec une étrange hâte, celle des jours de maladie où la douleur se mêlait aux hallucinations fiévreuses. Je restais alité des jours durant, l'esprit en proie aux idées les plus diverses. Bretta et Danil semblaient ne former plus qu'un être dans mon esprit. Un sourire sur fond de ciel bleu, un azur issu des yeux de la femme de mes rêves. Elle me manquait comme l'air manque à un noyé. Le pouvoir que cette femme avait sur mon esprit n'était pas compréhensible pour le jeune enfant que j'étais. La maladie induite par ma blessure au visage me forçait à demeurer alité, et il était parfois difficile de démêler ce qui relevait du réel de la fabrique de mes rêves. Je me réveillai le 5e jour. La fièvre commençait tout juste à retomber. Le monde était un tourbillon flou de couleurs ternes. Je me redressai péniblement de ma couche humide et froide. Le feu venait de mourir, et la femme au teint cuivré avait disparu sans laisser la moindre trace. Des questions traversaient mon esprit embrumé par la fatigue, tandis que j'avançais, clopin clopant. Ma gorge était sèche et je me sentais assoiffé. À ce moment, 2 étoiles filantes, aux couleurs irisées, passèrent dans le ciel, au-dessus de ma tête, et disparurent à l'est. Est-ce que tout cela est vrai ? Marmonnai-je. Tandis que je titubais à la recherche d'un point d'eau, l'esprit parfaitement déboussolé, mon regard se posa sur une masse sombre, étendue sur le sol de la forêt. J'approchai un peu plus près, et mes pieds s'enfoncèrent dans une gadoue tiède. Je me concentrai quelques instants, afin de comprendre ce qui se trouvait sous mes yeux. À ma grande surprise, il s'agissait d'un cadavre humain. Un esclavagiste falard, à en juger par ses vêtements. Je levai le regard, et en trouvai 7 autres, autour de moi. « Que fais-tu là, à vadrouiller seul dans la nuit ?» Je sursautai de surprise et me retournai. Cependant, il n'y avait personne. J'étais pourtant persuadé d'avoir entendu la voix de la femme à seulement quelques pas dans mon dos. Je me concentrai afin de percevoir mon interlocutrice dans la nuit, et un contour flou apparut. Je pouvais presque deviner la silhouette, mais elle était translucide et distordue. « Tu me vois ?» souffla la femme. Elle dissipa l'illusion autour d'elle et apparut sous la lumière pâle des 2 lunes, ses cheveux ondulants dans le vent glacial. Une magnifique épée se balançait doucement au bout de sa main droite. Elle réfléchissait les éclats blafards des astres nocturnes et semblait même l'amplifier. Le métal était d'une finesse absolument éblouissante, et des inscriptions couraient d'un côté à l'autre de la lame ensanglantée. C'était
de l'argent blanc. Ce n'est pas la première fois que tu vois de l'argent blanc, n'est-ce pas? Elle affichait un très large sourire, tandis que je l'observais contemplativement. Ma décision est prise. Je te veux comme apprenti, jeune homme, et je ne pense pas que tu sois en mesure de refuser un tel honneur, ajouta la femme en essuyant son épée sur les vêtements de l'homme à mes pieds. Elle se redressa. Un air de dignité l'enveloppait à chacun de ses mouvements, et elle me tendit son outre d'eau. « Bois. Nous prendrons la route aux premières lueurs du soleil, » m'ordonna-t-elle. « Où allons-nous, Kayla ?» Je pris l'outre d'eau et bus l'eau fraîche à grande gorgée. « Maître, lorsque tu t'adresses à moi, » pesta la femme. « Maître, bafouillai-je. » Elle se mit à marcher sans me donner de réponse. « Un endroit secret, où on t'enseignera tout ce qu'il te faut apprendre. Maintenant, cesse ces questions et retourne te coucher. » Je lui tendis l'outre d'eau et retournai me coucher dans le lit de camp. Elle s'assit à côté de moi, les yeux clos. Mon esprit était saturé de pensées de toutes sortes. Kayla était une femme étrange et austère. Elle n'était probablement pas originaire du Galanor septentrional. Sa peau embrassée par le soleil en était la preuve irréfutable. Au petit matin, nous prîmes la route en direction du nord. Tout en marchant, elle reposait sa main sur la poignée de son épée, protégée dans un fourreau en acier extrêmement raffiné. Sa tenue était de même facture, recouverte de lamelles de cuir bouilli à la teinte sombre. Elle était matelassée à certains endroits, mais semblait toutefois légère et très peu contraignante. L'ensemble de ses vêtements était noir comme la nuit, spalières et brassières comprises. Une seule chose détonnait, une amulette en fer poli, de finesse équivalente à la mienne, représentant 2 lunes entourées de cerclages, emblème des adorateurs d'éclipses. Bien que calme et droite, une singulière impression de ténèbres se dégageait de cette femme. Son destrier marchait à côté d'elle, sans qu'elle n'ait besoin de tirer sur sa longe. Mes années passées aux écuries de Vélengard m'avaient appris à reconnaître un cheval possédant du sang de licorne. Ses pupilles étaient parfaitement rondes et une plaque osseuse lui ornait le front. Il me jetait régulièrement des regards remplis d'intelligence tandis qu'il suivait diligemment son maître. Les jours s'écoulèrent avec une lenteur presque désespérante. Nous marchâmes toute la journée et notre repas se résuma à de la viande séchée. Cela faisait bien des années que je n'avais pas eu le plaisir d'en manger. Le Greenland était une forêt très sombre, abritant à lui seul une pléthore de créatures en tout genre. Kayla se déplaçait avec beaucoup d'aisance et de précaution. Aucune route ne traversait véritablement la forêt, du sud au nord, mais les quelques rares animaux arpentant les lieux avaient aménagé des chemins de fortune. Loin d'être idéal, ils offraient pourtant un passage bien plus simple à emprunter. Les journées étaient longues ainsi qu'éreintantes, et la plaie sur mon visage me tiraillait affreusement. Chaque soir, au moment de dormir, Kayla me passait un onguent à base de graisse et de plantes. L'odeur était pour le moins entêtante, et cela me donnait d'affreuses démangeaisons. « Touche encore ton visage et je t'attache les mains dans le dos », me mit-elle en garde. Je sursautai et laissai tomber mon bras le long de mon corps. Son ton demeurait composé, mais j'avais senti une menace sous-jacente qu'elle n'aurait aucun scrupule à mettre à exécution. Il régnait entre nous une cordialité simple. Elle ne montrait aucun signe de compassion ou d'affection à mon égard, seulement du respect. Les jours passant, mon esprit retrouvait un peu de sa clarté, et je commençais à observer bien davantage l'environnement autour de moi. Ce voyage est sans doute le premier dont je conserve presque chaque souvenir. Le craquement des épines sous mes pieds, le parfum enivrant de résine, et les vastes toiles d'araignées drapées sur la végétation au plus profond de la forêt. « Ne bouge plus », murmura la femme à mon adresse. D'un signe de la main, elle congédia sa monture qui s'en retourna derrière nous. Le soleil d'après-midi se faufila entre les branchages et nous dévoila un sol étincelant. La vue était magnifique, mais les yeux aguerris de Kayla y virent un danger. « Il s'agit là de ta toute première leçon, baie jaune. »
Elle mit son argent au clair et, de la pointe de son épée, pointa le sol autour de nous. Cette toile invisible ne colle pas sous les pieds. Elle ne leur sert qu'à débusquer leur proie, reprit-elle d'un ton calme. Elle leva les yeux et un large sourire lui fendit le visage. J'en fis autant, et mon esprit éprouva quelques difficultés à comprendre ce qui se tenait devant mes yeux. Si elle avait demeuré immobile, je l'aurais pris pour un tas de branches mortes. Son abdomen bougeait lentement au rythme de sa respiration. Tout son corps semblait vouloir imiter l'aspect d'un arbre. Elle portait même les fissures et reliefs de la vieille écorce. C'était une gigantesque araignée, et elle nous observait depuis les frondaisons. Elle était bien aussi grande qu'un cheval, si ce n'est plus. Mon cœur s'emballa, et ma respiration devint laborieuse. Jamais de toute ma vie n'avais-je redouté à ce point un insecte. Ses 8 pattes tapotaient doucement les larges troncs autour d'elle, tandis qu'elle descendait lentement, droit dans notre direction. Ses crocs étaient dressés et luisaient comme 2 morceaux de roche noire, polis et huilés. Chacun d'eux faisait au moins la taille de mes avant-bras. « Pitié d'Ira » soufflai-je involontairement. Kayla desserra le nœud de sa ceinture et jeta son fourreau vide à quelques pas de nous. La créature arachnoïde se jeta sur l'appât avec une vitesse et une férocité insoupçonnables. L'aventurière bondit sur le dos de la monstruosité et y enfonça son épée presque jusqu'à la garde. L'arachnide géant émit un cri strident et s'effondra sur elle-même. Leur cerveau se trouve derrière les yeux, à cet emplacement. Elle tira son épée, un sourire victorieux sur les lèvres. Elle me fit signe d'approcher et j'obtempérai. La plupart des créatures en ce monde ont un visage, une expression qu'elles arborent à leur mort. Un insecte n'en possède pas. L'araignée semblait pouvoir se relever d'un moment à l'autre pour m'enfoncer ses redoutables crocs dans le visage. Son sang bleuté s'écoulait lentement et imbibait la terre sous son immense carcasse. Kayla se laissa choir sur le sol, devant moi, et ouvrit la carapace du monstre, juste sous ses 4 yeux. Elle plongea ses mains dans l'ouverture et sortit une sorte de poche transparente, semblable à une énorme flictaine. Le venin de ces araignées est un ingrédient utile dans la fabrication d'une encre très spéciale, annonça la femme, tandis qu'elle nouait la glande avec une lanière de cuir. Après quoi, elle trancha 2 pattes à la créature et me les jeta, sans manière, dans les bras. Je fus surpris par leur légèreté, ainsi que leur dureté. Son épée avait tranché une créature qui me semblait au moins aussi dure que de la pierre, avec une facilité absolument déconcertante. « Est-ce que cela aussi est un ingrédient ?» Elle se retourna, un sourire espiègle lui fendait le visage. « Tout à fait. Il s'agit de l'ingrédient principal de notre prochain repas. » Je ne pus retenir une horrible grimace, et elle fit signe à son cheval de nous rejoindre. Nous prîmes la route encore 1 heure, avant qu'elle ne décide d'un endroit adéquat où passer la nuit. Elle fit un grand feu et me prit les pattes d'araignée avant de les séparer à la jonction de leurs articulations et de les placer au-dessus des braises. « Si tu as déjà mangé du crabe, tu ne seras pas dépaysé, » déclara-t-elle, un sourire sincère sur le visage. J'avais vécu ma plus tendre enfance tout près de la côte, très loin, à l'est, mais je n'avais pas de souvenirs concernant mes repas. Un esprit d'enfant ne pouvait simplement pas retenir des informations aussi triviales. Tandis que je farfouillais mon esprit, la carapace de l'araignée se mit à rougir, et de la vapeur émana des ouvertures. L'odeur n'était pas désagréable, bien au contraire. Elle ne ressemblait ni à celle d'un volatile, ni à celle du bœuf. C'était tout à fait unique, et cela me rappelait les graines torréfiées, auxquelles s'ajoutaient d'autres parfums, plus étranges, mais néanmoins agréables. Kayla se saisit des pattes, et à l'aide d'une solide pierre, les fendit sur toute leur longueur. Après quoi, elle m'en tendit une. « Mange tant que c'est chaud », m'ordonna-t-elle, d'un ton sec. J'observai quelques instants la chair blanche et fumante de l'araignée, avant de prendre un grand morceau et de le porter à ma bouche. Le goût était extrêmement raffiné. Cela manquait de sel et de quelques herbes,
Mais je ne pouvais faire le difficile, surtout après toutes ces années à manger la nourriture infecte conservée aux esclaves. « Alors, Bijoun, est-ce à ton goût ?» me questionna le maître. « C'est divin, maître, » annonçai-je, la bouche pleine. Je n'avais pas conscience des épreuves qui m'attendaient une fois arrivé à destination. Tout ce qui m'importait était le moment présent, la chair savoureuse de l'araignée dans ma bouche, l'état de mon corps et la forêt qui s'étendait à perte de vue. L'étau de la nuit commençait à se resserrer autour de nous, et bientôt, le monde ne se résuma qu'à Kayla et moi. Elle sortit son nécessaire à pipaille et se mit à confectionner des petites boules de fleurs sèches. Peu de garçons de ton âge auraient pu affronter un mort-vivant, comme tu l'as fait. Elle avait brisé le silence de sa voix légèrement éraillée. Tu connaissais cette personne ? Une bûche éclata et une gerbe d'escarbilles jaillit des flammes, tandis que sa question flottait dans l'air frais de la nuit. En quelque sorte, oui. C'était mon ami d'enfance, répondis-je, après un instant d'hésitation. Elle alluma sa pipe et des volutes de fumée se mirent à flotter autour de nous. Elle me fixa quelques instants, puis me tendit l'objet. Tu dormiras mieux ainsi. Je passai le bras au-dessus du feu afin de la saisir. La chaleur des flammes me caressa la peau un bref instant, et je pris une longue goulée avant de recracher lentement la fumée. Ma vision se troubla presque immédiatement, et je lui rendis la pipe. Après quoi, je basculai en arrière sur ma couche et fermai les yeux. À peine eus-je passé la couverture sur moi que le sommeil me gagna. Il ne fut pourtant d'aucun repos. Un cauchemar me tourmenta presque toute la nuit. Dans mes songes, une forme arpentait lentement la forêt, sans but, et tandis que je m'approchais, afin d'apercevoir clairement la créature, je reconnus Bretta. Son corps était décharné et sa robe abîmée par le temps. Ses pupilles étaient d'un vert éclatant, brillant dans la nuit. Je me réveillai au petit matin, exténué et d'humeur sombre. Les jours suivants, la situation ne fit que s'aggraver. Chaque nuit, je retrouvais Bretta, son visage inexpressif, sa peau tannée comme le cuir. Elle m'observait en silence, toute dents dehors. La fatigue fut si intense que même Kayla finit par le remarquer. « Ne dors-tu pas la nuit ?» Son ton avait été celui de la remontrance, dissimulant cependant une préoccupation sincère à mon égard. Je fais d'horribles cauchemars, et mon sommeil ne m'offre aucun repos. Elle m'observa quelques instants, un air de méfiance sur le visage, puis jeta un rapide coup d'œil autour de nous. « Approche, veux-tu » m'ordonna-t-elle. J'obtempérai et me plaçai face à elle. Elle enleva son gant en cuir sombre, recouvrant sa main droite, et se mit à me tâter derrière les oreilles. Sa peau était fraîche, et une odeur de fumée mêlée d'effluves équines émanait d'elle. Un étrange anneau ornait son index. Il portait un complexe enchevêtrement d'inscriptions dont l'origine m'échappait complètement. Sa main marqua un arrêt. « Ici. » Elle appuya son doigt sur une partie de ma nuque qui semblait insensible. « C'est un parasite, un insecte cauchemar. Il se nourrit de tes émotions les plus sombres. » Elle attrapa une petite lame dissimulée dans sa botte et l'empoigna fermement. Un frisson d'effroi me parcourut le dos. « Ne bouge pas et laisse-moi faire. » Elle porta la lame derrière mon oreille et se mit à décrocher quelque chose. Je tressaillais au rythme de ses efforts, tandis que l'insecte résistait à sa poigne. Après quelques instants, elle posta sa main devant mon visage. Elle semblait tenir quelque chose, mais je ne voyais rien. Elle serra très fort la main, et l'insecte apparut, comme par magie. Ses yeux étaient deux grandes billes jaunes, et son corps ressemblait à un croisement étrange entre plusieurs insectes. Le bout de sa queue était semblable à celui du perce-oreille, tandis que son corps était proche de celui du mille-pattes. Ses longues ailes de libellule tremblaient frénétiquement, tandis que l'insecte tentait de mordre les doigts de mon maître, à l'aide de ses longues mandibules.
D'un coup précis de sa lame, elle lui trancha la tête et jeta la dépouille dans un buisson. Je fus soulagé en la voyant se débarrasser de l'insecte. Je n'avais nulle envie de le manger ce soir. Ils ne sont pas mortels en principe, mais ils affaiblissent tant leurs victimes que cela peut être dangereux, ajouta-t-elle, avant de tourner les talons. Elle se remit en route sans prendre la peine de me jeter un dernier regard. La scène venait de se dérouler juste sous mes yeux, mais un étrange élan de scepticisme me poussait à douter que tout venait de s'arranger aussi simplement. Cependant, à mon grand étonnement, les cauchemars prirent fin. Un simple insecte avait transformé mes nuits en un véritable calvaire, et le tuer avait suffi à me faire retrouver un sommeil paisible. Après 6 semaines d'un voyage éprouvant, la cordillère des Stalrim pointa au-dessus des arbres. Ici, les pins devaient être incroyablement vieux, car leur taille dépassait de loin tout ce que je pouvais avoir vu plus au sud. J'avais eu l'occasion de voir ma figure dans les eaux de la Lyre. Cela faisait une éternité que je n'avais pas vu mon reflet. J'avais changé, du moins en avais-je le sentiment. Mes yeux semblaient plus petits et creusés, mon nez plus long, et mes joues s'étaient vidées de leur substance, comme je m'étais trouvé laid. Kayla m'avait rasé les cheveux 3 semaines auparavant, afin d'éradiquer les parasites que j'avais attrapés auprès des esclaves. Mon crâne blanc était parsemé de petits cheveux noirs, et mon regard sombre s'en trouvait accentué. J'étais horrifié par cette vue. Je devais avouer que mon visage ne prêtait nullement à donner confiance. Du moins était-ce mon avis, et cet horrible balafre en travers de la trogne n'arrangeait pas mon cas. Un estropié, voilà ce que j'avais vu. La vie n'avait pas été simple pour moi, depuis que j'avais eu cette maudite amulette. Mes prières ne m'avaient rien amené de bon. Je voulais laisser le début de ma vie derrière moi et me débarrasser de ce pendentif. Pour moi, il s'agissait d'un geste symbolique. J'attrapais mon amulette et observais quelques instants le fleuve. Ses tourbillons et son courant m'avaient toujours effrayé, étant tout petit. « Adieu, qui que tu sois », chuchotai-je. Je jetai l'amulette dans le fleuve et elle disparut dans l'abîme d'eau. Je ressentis une sorte de pincement en me séparant de l'objet, et le poids du pendentif sur mon cou me manquait déjà. Cependant, une part de moi savait que j'avais fait le bon choix, qu'il fallait que je m'en sépare. Après 1 lune et demie de marche en direction du nord, bien au-delà de la Lyre, nous atteignîmes notre destination. J'avais eu à ce moment la naïveté de penser que tous mes problèmes étaient derrière moi, que mon apprentissage marquerait le début d'une ère plus simple, plus douce. J'avais tort. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, je vous en remercie. Sur ma page Patreon, l'épisode 10 est déjà disponible à mes abonnés. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.